Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur l'ambassadeur, madame, mesdames, messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chère Anh Cheng, c'est un immense honneur de vous recevoir dans le cadre de ce partenariat tellement important pour nous entre le Collège de France et le Collège Belgique. Et puis, c'est un honneur immense de recevoir une universitaire et une sinologue de renommée internationale. La professeure Cheng est une ancienne élève de l'École normale supérieure de lettres de 1975 qui a été reçue première au concours d'entrée à l'École normale supérieure Ulm-Sèvres. Et puis, elle a commencé ses études universitaires et sa formation doctorale à Paris, à Oxford, à Shanghai, mais aussi à Cambridge, où elle a été lectrice en français, langue étrangère. Et puis, en 1982, elle a obtenu son doctorat en études chinoises à l'université Paris 7, une thèse qui a été effectuée sous la direction d'un éminent sinologue, le professeur Léon van der Merch. Et à partir de ce moment-là, commence une carrière de chargé de recherche au CNRS et de chargé de cours à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et c'est là, cher professeur, que vous êtes responsable du Centre d'études chinoises. Puis, vous obtenez, dans ce parcours scientifique tout à fait admirable, vous obtenez l'habilitation à diriger des recherches et vous êtes donc, à partir de 1997, professeur des universités à l'INALCO, mais aussi chargé de cours et de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis, à partir de 2008, vous devenez donc titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine du prestigieux Collège de France. Pour rappel, la toute première chaire qui fut consacrée aux études chinoises en Europe avait été créée au Collège de France dès 1814. Et cette chaire, Histoire intellectuelle de la Chine, avait été créée en 2008, précisément, sur la proposition de Pierre-Étienne Huil, qui était alors titulaire de la chaire Histoire de la Chine moderne, et ceci avait été fait aussi en écho à cette autre chaire tout aussi importante sur ce domaine de recherche, la chaire d'Histoire sociale et intellectuelle de la Chine, qui avait été occupée par l'admirable Jacques Gernet de 1975 à 1992. Alors vos cours au Collège de France sont suivis, beaucoup suivis. Ils sont évidemment aussi en ligne, des cours sur Confucius, bien entendu, des cours sur l'universalité, la mondialité, le cosmopolitisme, en Chine, au Japon, en Inde, et un cours tellement important, la Chine est-elle, entre parenthèses, encore une civilisation? Et il est vrai, cher professeur, que pendant plus de 2 millénaires, et vous nous l'expliquez souvent à travers vos cours et conférences, la Chine a eu cette particularité, non pas seulement de se concentrer comme le centre du monde, mais d'être le monde. Et jusqu'à l'aube du XXe siècle, cet empire chinois, se désignait d'ailleurs comme tout ce qui est sous le ciel. Et à quoi s'ajoutait que ce n'est qu'à partir du milieu du XIXe siècle que l'Empire chinois, qui n'avait alors connu que jusqu'à ce moment le système de tribus, c'est-à-dire que la périphérie faisait signe d'allégeance au centre sous forme de présents tributaires, eh bien, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la Chine a commencé à envoyer vers d'autres pays ses missions diplomatiques. C'est évidemment extrêmement tardif. Alors, notre conférencière de ce soir est aussi professeure invitée dans plusieurs universités d'Amérique du Nord, d'Europe, du Proche-Orient. C'est une grande voyageuse. Elle est aussi docteur honoris causa d'institutions éminemment prestigieuses, l'université Fudan, l'université autonome de Barcelone. Et puis, elle dirige aussi une collection tout à fait importante, les Budets chinois aux belles lettres, cette collection de la bibliothèque chinoise. Alors, il y a évidemment de très très grands livres, et je ne peux pas tous les citer ce soir. Bien sûr, les travaux autour de Confucius,
et des études nombreuses sur ce moment et sur ce personnage, dans une perspective philologique, exégétique, politique, diplomatique. Et puis un livre évidemment extrêmement important, un grand classique, cette histoire de la pensée chinoise, 650 pages, avec des traductions en langues européennes et orientales dans plusieurs endroits du monde. Et puis tout récemment, une direction d'un ouvrage sur la question du traité des rites, ouvrage extrêmement important. Alors, cher professeur, chère Anne, vous êtes dans ce domaine de la sinologie une figure extrêmement importante, une figure de médiation et une figure de confluence. Sans doute parce que votre histoire, et vous me permettrez d'en dire un tout bref mot ce soir, puisque vous-même en parlez, votre histoire est une histoire très, très émouvante et très touchante. Vous êtes né de parents chinois, de très belles figures d'artistes qui sont venus dans une France de l'après-guerre, mais une France qui était marquée par la sortie du colonialisme et la perte de l'Indochine. Ce papa était venu pour apprendre le chant, et puis cette maman, artiste peintre, était venue étudier la peinture dite occidentale aux Beaux-Arts. Et le chinois fut en réalité votre première langue parlée, et, chose tout à fait émouvante, c'est l'école de la République que vous avez considérée comme votre alma mater pour son enseignement à la fois pluriel mais aussi pluraliste. Et puis, il y a eu la révolution culturelle et des moments d'extrême douleur pour vous. Et c'est ce tragique de la vie, ce que vous appelez souvent dans des entretiens une cassure, qui vous a fait également confier ceci qui est évidemment un grand avertissement pour quiconque étudie cette civilisation. Et je me permets de vous citer, ma chère Anne, la Chine, intimement, ce n'est donc ni l'autre, ni l'exotisme, ni même la jolie Chine, celle de la jolie peinture et de la jolie poésie. C'est d'abord l'expérience d'une certaine forme de violence, de vécu et de non-dit. En ce sens-là, il me semble que vous êtes pour nous une intellectuelle d'une haute stature qui ne redoute pas ce qu'il y a de complexe dans le travail universitaire. Permettez-moi encore de vous citer, ceci est un programme de recherche et d'études. J'aime, dites-vous, à me déplacer d'un monde à l'autre. Il m'est impossible de rester dans un dualisme binaire pour la simple raison que je ne vis ni ne pense les choses ainsi. Et l'on comprend, cher professeur, sans doute combien le réalisme de cette expérience humaine et l'exigence de sa prise en compte marquent la rigueur profonde de vos recherches et de vos travaux. Et à cet égard, vous nous apprenez à sortir ou à éviter les visions, les conceptions et les représentations aussi totalement fantasmées de la Chine, et notamment celles qui sont héritées des Lumières, mais aussi celles des missionnaires jésuites, deux axes de vision dont vous montrez combien ils nous ont conditionnés. Et donc, en ce sens, vous avoir ce soir parmi nous pour 2 leçons au Collège Belgique, vous avoir parmi nous en ces temps économiques, diplomatiques et politiques complexes et sans aucun doute de la plus haute importance, tant le travail de l'intelligence et le travail de l'esprit que vous allez faire avec nous ce soir vont nous permettre de lutter contre toutes les formes de l'ignorance, contre les idées préconçues, mais aussi contre toutes les formes du réductionnisme et des simplismes qui sont en quelque sorte, pardonnez-moi, des formes d'une dérive essentialiste dans la vie intellectuelle, mais qui sont aussi, ne l'oublions pas, l'expression d'une sorte de fondamentalisme qui est tantôt latent et subtil, qui est tantôt patent et pourrait-on dire même vulgaire. Mais c'est un fondamentalisme dont on sait qu'il ne fait que reproduire et conforter des postures figées, des postures qui sont identitaires et des postures qui sont idéologiques. Dès lors, vous écouter, se mettre à l'écoute de vos travaux et de vos recherches est d'une extrême importance pour lutter contre ce mauvais esprit de ces temps et pour faire en sorte que la mission du Collège Belgique s'accomplisse pleinement ce soir aussi, la diffusion des savoirs critiques. Alors, mesdames, messieurs, avant de donner la parole à notre conférencière, je me permets de vous rappeler que cette
Ces 2 conférences sont enregistrées. Nous vous demandons donc de ne pas prendre de photographies, de ne pas enregistrer, de ne pas vous lever non plus pour les caméras. Et puis, après la conférence de la professeure Cheng, il y aura, comme d'habitude, un temps de questions-réponses, de dialogue avec la conférencière, en sorte de terminer cette séance aux alentours de 19 h. Ma chère Anne, merci infiniment. Je vous donne la parole. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Monsieur l'administrateur délégué du Collège Belgique, Monsieur l'ambassadeur de France au Royaume de Belgique, Madame, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par remercier le professeur Leclerc pour sa présentation très complète et très sensible. Ça montre un petit peu notre proximité, l'amitié qui s'est développée entre nous. Et je voudrais bien sûr remercier l'Académie royale de Belgique et le Collège Belgique de son aimable invitation. Et je voudrais dire également combien je me sens honorée et émue de me retrouver ici, en fait, pour la 2e fois. Je dois dire que la première fois, c'était il y a 12 ans, en début 2013, peu de temps après la disparition de mon mari chinois, décédé d'un cancer en décembre 2012, suite à quoi j'ai été frappée de cécité. J'ai perdu la vue pendant plusieurs semaines, probablement en réaction psychosomatique au choc de la perte. Et je me souviens d'être arrivée ici alors que je venais à peine de recouvrer la vue, mais en étant encore très sensible à la lumière et contrainte de porter des lunettes noires. Vous imaginez un peu Bruxelles en hiver, donc avec ce besoin de porter des lunettes noires. Et donc aujourd'hui, je me présente à vous, heureusement délivrée de ce handicap, mais en ayant toujours à l'esprit ce moment sombre de la fin 2012, qui s'est trouvé coïncider avec l'arrivée au pouvoir du leader chinois actuel, le président Xi Jinping. Et depuis lors, je n'ai cessé de me demander ce que mon mari, qui était originaire de Shanghai, de Chine populaire, aurait pensé de cette ère Xi Jinping qui entre en 2025 dans sa 13e année, puisque vous savez que ce leader a décidé de changer la constitution pour pouvoir, en gros, rester au pouvoir à vie. Alors aujourd'hui, tout le monde est conscient que la Chine a désormais atteint un degré de richesse et de puissance sans précédent et que l'heure est venue, nous la vivons aujourd'hui, de la confrontation directe avec les États-Unis d'Amérique, jusqu'ici première puissance mondiale, que la Chine ambitionne ni plus ni moins de détrôner et de supplanter. J'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, en mars 2023, de parler de ce que j'ai appelé les prétentions de la Chine à l'universalité, sur l'invitation déjà de l'Académie royale de Belgique, au centre Wallonie-Bruxelles de Paris. Or, nul n'ignore que cette montée en puissance spectaculaire de la Chine, qui s'est faite en gros sur une génération, c'est-à-dire à partir de la fin du siècle dernier et pendant donc les 2 premières décennies du siècle présent. Donc cette montée en puissance se fait au prix d'une surveillance et d'un contrôle accru de la population chinoise dans son entier,
à commencer classiquement par ses intellectuels et aussi ses minorités. C'est donc dans ce contexte qu'il faut replacer le fameux verdict de Montesquieu. La Chine est donc un État despotique dont le principe est la crainte. Verdict qui a fait récemment l'objet d'une critique en règle de certains intellectuels chinois en vue. Donc ce que nous allons retracer aujourd'hui et demain, c'est précisément la réception de ce diagnostic de Montesquieu en Chine, un diagnostic qui a été reçu de manière très contrastée par les premiers intellectuels à la fin du XIXe siècle et revisité complètement par ceux d'aujourd'hui. Alors, ces intellectuels contemporains, portés par la montée en puissance de la Chine, se sentent désormais suffisamment sûrs d'eux-mêmes pour contester vigoureusement un tel verdict et pour prendre la défense du système politique chinois comme étant non seulement valide, mais aussi comme représentant une réelle alternative à la démocratie libérale occidentale. Or, Montesquieu se trouve être l'un des penseurs les plus importants dans la formulation des principes fondamentaux de la démocratie libérale dans l'Europe moderne. Alors, j'imagine que nous sommes ici en Belgique et non pas en France, mais j'imagine que parmi nos souvenirs de lecture, le plus souvent scolaires, parmi ces grands classiques de la littérature française, figurent en bonne place les lettres persanes, bien sûr, et l'Esprit des lois de Montesquieu, dont nous connaissons tous le rôle crucial qu'ils ont joué au XVIIIe siècle, le fameux siècle des Lumières, et dans l'émergence du modèle politique qui est encore, mais peut-être plus pour très longtemps, au fondement de nos démocraties libérales. Alors ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est que les idées politiques de Montesquieu, en particulier celles qui sont exposées dans l'Esprit des lois, ont fait l'objet d'une très large diffusion à travers de multiples traductions en Asie, à commencer par le Japon, puis la Chine, entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe. Et ces idées ont exercé de cette manière une influence considérable sur les institutions politiques de ces pays, au point de les sortir radicalement de leur modèle traditionnel. Alors, vous avez ici, je pense qu'on ne le présente plus, Montesquieu, ce gentilhomme de la noblesse de robe, né en 1689, c'est-à-dire un siècle tout juste avant la Révolution française, au château de la Brède, près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, et mort en 1755. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques vues du château de Montesquieu, donc à la Brède, que j'ai eu la chance de visiter il y a 2 ans, lors d'une journée dédiée à la démocratie, organisée par la municipalité de la Brède, qui est très, très dynamique et qui organise chaque année à l'automne donc une journée de réflexion sur un thème particulier. Et je dois dire que c'est une réelle émotion de voir dans quel lieu Montesquieu a vécu, a pensé, a écrit ses livres. Vous voyez que c'est un château un petit peu biscornu, mais qui est très attachant, qui n'est pas très grand. Hein, il est absolument sans prétention, et il se situe au milieu de terres
Vous voyez, donc il y a des bois, il y a aussi des vignobles dont Montesquieu assurait la gestion lui-même. Donc on peut dire que au XVIIIe siècle, Montesquieu était un petit peu une sorte de gentleman farmer à la française. Et ça montre aussi justement comment ce penseur était près justement des réalités. C'est pas du tout en fait un théoricien enfin perdu dans l'abstraction. Hein. C'est quelqu'un qui connaît le prix des choses. Et qui était un remarquable gestionnaire. Et ici, juste une dernière vue de son intérieur. Vous voyez que c'est un intérieur confortable, hein, un intérieur plutôt bourgeois. Je n'ai malheureusement pas pu prendre en photo la bibliothèque où il n'y a plus tellement de livres maintenant, mais c'est un endroit qui porte à l'étude, à la réflexion et à la lecture. Alors, l'essentiel de mon propos sera tiré donc de son gros ouvrage de l'Esprit des lois, paru pour la première fois en 1748. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que c'est un ouvrage que Montesquieu a éprouvé le besoin de faire paraître de manière anonyme en dehors de France, hein, à Genève, parce que il était, je pense, conscient que ça contenait certaines idées qui ne plairaient pas à la monarchie française de l'époque, hein, et à juste titre. Et c'est un livre assez considérable hein, qui a été traduit en anglais presque immédiatement. Donc en 1750, vous avez la traduction de Thomas Nugent sur la droite de la diapositive. Et c'est un livre qui a connu un succès considérable en Europe pendant toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, ce que je vais vous dire ce soir s'inspire largement des travaux d'un collègue de l'université de Bordeaux, qui s'appelle le professeur Eddy Dufourmont, qui a en mars 2021 organisé donc à Bordeaux un colloque qui a donné lieu ensuite à la publication d'un numéro spécial de la revue Lumière, consacré donc à Montesquieu et l'Asie et à la réception de l'Esprit des lois en Asie. Et le professeur Dufourmont donc consacre un article intitulé « Un moment de la diffusion mondiale des Lumières, une enquête préliminaire sur les traductions et les usages de l'Esprit des lois au Japon moderne entre 1868 et 1889. » Et il dit ceci, je le cite, « Au Japon, entre 1870 et 1880, un intense mouvement de traduction de textes en langue européenne s'est développé parallèlement à des transformations institutionnelles et sociales marquées par des troubles politiques. Au cours de cette période de découverte de concepts totalement nouveaux, le nouveau régime de 1868, il s'agit ici de la fameuse ère Meiji, qui veut dire littéralement donc le gouvernement éclairé, donc référence directe aux Lumières européennes. Donc ce nouveau régime a clairement privilégié le droit dans le choix des traductions. De ce point de vue, l'intérêt porté à de l'Esprit des lois n'est pas du tout fortuit, avec du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, de l'Esprit des lois de Montesquieu est le seul texte en langue française à avoir été traduit plusieurs fois au cours de cette période. Montesquieu est peut-être le premier philosophe européen à avoir marqué le Japon moderne. Fin de citation. Donc, comme chacun sait, alors donc nous reprenons ici nos classiques. Donc, Montesquieu reprend la distinction classique entre trois grands types de gouvernement. Il dit ceci au début du livre 2 de l'Esprit des lois. Je cite, « Il y a trois espèces de gouvernement, le républicain,
le monarchique et le despotique. Et nous savons tous que le principal mérite de Montesquieu est d'avoir introduit et développé la notion de la distribution des pouvoirs. Nous avons pris l'habitude de parler de séparation des pouvoirs quand nous parlons de Montesquieu, mais Céline Spector, notre collègue de l'université de la Sorbonne, la meilleure spécialiste probablement de Montesquieu en France, souligne le fait que Montesquieu ne parle jamais de séparation des pouvoirs, mais de distribution des pouvoirs, hein, parce que son souci majeur était justement de ménager un équilibre entre les trois types de pouvoirs, c'est-à-dire entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Alors, tout cela, ce sont des idées qui sont apparues au XVIIIe siècle, mais inutile de souligner le fait qu'elles sont encore d'actualité, hein, puisque nous savons que cette distribution des pouvoirs est mise à mal en ce moment, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et alors, s'il y a une phrase de l'Esprit des lois qui a marqué les esprits, aussi bien en Europe qu'en Asie, c'est le célèbre verdict de Montesquieu sur la Chine, hein, que je citais tout à l'heure. La Chine est donc un État despotique dont le principe est la crainte. Verdict qui conclut le chapitre 21, consacré à la Chine, du livre 8 de l'Esprit des lois, et qui a ainsi servi d'intitulé à mon cours du Collège de France, dont je vous présente une synthèse aujourd'hui. Or, nous voyons toutes ces idées, hein, c'est-à-dire d'une distinction entre trois types de gouvernement et trois types de pouvoir. Nous voyons ces idées se frayer un chemin dans le Japon de l'ère Meiji, cette ère qui a duré de 1868 à 1912, autrement dit qui a couvert toute la deuxième moitié du XIXe siècle, et qui est marquée par une volonté de modernisation, c'est-à-dire d'occidentalisation, c'est-à-dire que le Japon comprend la modernisation comme de l'occidentalisation à marche forcée, hein, qui a mené donc à la rapide montée en puissance du Japon dès la fin du XIXe siècle. Alors, je vous rappelle très rapidement quelques points de repère à partir du milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce milieu du XIXe siècle qui marque dans le discours officiel chinois actuel le début de ce qu'il appelle le siècle des humiliations. C'est-à-dire que ça commence donc avec ces guerres de l'opium au milieu du XIXe siècle, hein, et le siècle des humiliations vous mène jusque en 1949, c'est-à-dire milieu du XXe siècle, un siècle plus tard, avec l'instauration de la République populaire de Chine, c'est-à-dire donc le gouvernement communiste. Autrement dit, vous avez un récit, hein, j'aime mieux vous dire que il est assez éloigné de la réalité historique, mais le récit voudrait que la Chine soit pendant un siècle aux mains des puissances coloniales. Alors les puissances coloniales européennes, occidentales, mais qui, à partir surtout de la fin du XIXe siècle, incluent également le Japon. Hein. Donc ça nous empêche évidemment de tomber dans le binarisme habituel de l'Orient contre l'Occident, etc. Hein, parce que je demande toujours aux journalistes, aux étudiants, hein, de préciser leur pensée quand ils parlent d'Occident et d'Orient, parce que bien, bon, alors. Donc, le récit, hein, c'est donc la Chine aux mains
de ces puissances coloniales, hein, jusqu'au jour où voilà arrive donc le pouvoir communiste pour sauver donc la Chine de cette emprise coloniale. Alors bien sûr, je crois qu'il faudrait davantage rentrer dans les détails, hein, et s'apercevoir que c'est pas exactement aussi simple, hein. Mais toujours est-il que vous voyez sur ce tableau, hein, l'effet donc de cet effort de modernisation, occidentalisation du Japon, puisque dès 1895, le Japon, pour la première fois, bat l'armée impériale chinoise, hein, alors que jusqu'à ce moment, en fait, le Japon était considéré par la Chine comme une espèce de vassal, une entité négligeable, hein, à côté de l'Empire chinois. Et ce qui, évidemment, déclenche une réaction en Chine sous la forme de cette première tentative de réforme du système politique, du système impérial, en 1898, où un groupe de lettrés réclame l'instauration donc d'une monarchie constitutionnelle sur le modèle anglais, hein. Alors, ce qui est tout à fait symptomatique, c'est que cette réforme échoue lamentablement. Les leaders sont obligés de s'exiler, de quitter la Chine. Alors, pendant ce temps-là, le Japon continue sa montée en puissance. Là, vous voyez donc cette fin du 19e, début du 20e, c'est vraiment le moment japonais. C'est-à-dire, au fond, c'est ce que la Chine est en train de connaître maintenant, hein. Alors, en 1905, le Japon défait pour la première fois, une puissance asiatique défait une armée européenne, hein, l'armée russe, l'armée du tsar, et ce qui se traduit donc en Chine par l'abolition donc du système des examens mandarinaux, qui avait donc servi de pilier à la bureaucratie impériale. Donc chaque fois que le Japon marque un point, vous voyez la Chine qui essaye de suivre le train, mais sans vraiment y arriver. Et on pourrait dire, au fond, que cet échec de 1898, hein, c'est un moment où la Chine rate une grosse marche. Et vous allez voir que le XXe siècle chinois est une succession d'événements violents, hein, c'est-à-dire une succession de révolutions violentes, de guerres civiles, hein. Alors, la première révolution du XXe siècle chinois permet d'établir donc la toute première république en 1912 sous la présidence de Sun Yat-sen. En 1919, vous avez un mouvement moderniste mené, alors ça c'est très intéressant, mené déjà par les étudiants de Pékin sur la place Tiananmen. Nous sommes en 1919. Hein. Bon. Alors ces étudiants sont déjà en quelque sorte partagés parce que d'un côté, ils réclament justice après le traité de Versailles, qui, selon eux, traite la Chine de façon inique, hein, puisque la Chine était du côté des vainqueurs et elle doit céder des territoires à des puissances vaincues, comme l'Allemagne et le Japon, hein. Donc d'un côté, les étudiants protestent contre ça, mais d'un autre côté, en fait, ils réclament l'instauration des deux, de ce qui, à leurs yeux, leur paraît les deux piliers de la suprématie occidentale, à savoir la science et la démocratie. Bon, alors là aussi, je n'insiste pas pour rapporter tout cela aux événements actuels, hein. Bon. Alors, là, donc, de succession de révolutions. Ensuite, la Chine commence à tomber sous le coup de l'occupation japonaise, hein. Je rappelle, il faut toujours rappeler que
le deuxième conflit mondial en Chine ne commence pas à la fin des années 30, mais au début des années 30, puisque le Japon commence à occuper la Mandchourie et ensuite tout le territoire chinois à partir du début des années 30. Vous avez jusqu'en 1945 donc cette guerre sino-japonaise qui se solde donc par la capitulation du Japon en 1945 après la bombe atomique. Et ensuite, c'est pas fini parce que dès que le deuxième conflit mondial est terminé, on enchaîne, si j'ose dire, sur la guerre civile, qui est, je pense que tout le monde sait que la guerre civile, c'est encore pire que la guerre tout court, hein, entre donc l'armée donc de la Chine de l'époque, qui est l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek, et les communistes de Mao Zedong. Avec donc en 1949, alors là on se rapproche d'événements que vous connaissez mieux sans doute, cette instauration, cette proclamation de la République populaire de Chine, Chiang Kai-shek étant contraint de fuir et de se réfugier sur l'île de Taïwan. Donc là aussi, en fait, nous héritons actuellement de cette situation qui n'est toujours pas résolue. Alors, à partir du milieu du XXe siècle, la Chine connaît donc le régime maoïste. Alors, je vous passe le détail du grand bond en avant, enfin de toutes ces idées visionnaires mais catastrophiques de Mao. Le grand bond en avant qui a provoqué en fait une famine absolument pratiquement sans précédent, même dans l'histoire impériale chinoise. Mon mari qui est né à ce moment-là et qui était tout petit à ce moment-là s'en souvient, hein, en Chine il n'y avait vraiment plus rien à manger. Ça c'est quelque chose qui a été complètement occulté comme beaucoup d'autres choses, hein, et qui a fait des millions de morts déjà. Ensuite, on enchaîne, si j'ose dire, sur la révolution culturelle entre 1966 et 76, hein, qui a fait énormément de dégâts aussi bien matériels qu'humains. Et 1989, bon, le massacre de Tiananmen. Alors, donc exactement 70 ans plus tard, également des étudiants de Pékin lancent un mouvement pacifique pour essayer d'obtenir la réforme de l'intérieur du Parti communiste sur le modèle de Gorbatchev, hein, qui était présent à ce moment-là. Mais là aussi, c'est quelque chose qui échoue puisque le pouvoir chinois, Deng Xiaoping en l'occurrence, décide de lancer les tanks sur les étudiants, hein, en écrasant tout sur leur passage. Hein. Et ce même Deng Xiaoping, donc quelques années plus tard, hein, a la bonne idée quand même de lancer cette réforme économique qu'il a appelé l'économie socialiste de marché. Bon, alors ça c'est un de ces oxymores dont la Chine a le secret. Hein, alors évidemment, le monde est resté un instant stupéfié par cette contradiction dans les termes, mais apparemment ça fonctionne. Hein. Bon, donc au fond c'est ça qui compte. Et on passe ensuite donc dans la première décennie du XXIe siècle, donc 2002 à 2012, l'ère Hu Jintao, placée sous le signe de la société d'harmonie socialiste. Alors là aussi, bel oxymore, hein, parce que enfin, quand vous êtes dans une société socialiste qui se dit donc dans la rupture révolutionnaire, vous ne voyez pas très bien le rapport avec l'harmonie confucéenne. Hein. Là aussi, c'est un peu, c'est assez, comment dire, conceptuellement un peu difficile à penser. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc depuis 2012, nous sommes sous l'ère Xi Jinping, qui lui a lancé son propre slogan qui est le rêve chinois. Alors le rêve chinois, c'est un rêve, on l'a bien compris, essentiellement de richesse et de puissance, et qui se traduit aussi par le lancement des nouvelles routes de la soie. Hein. Alors, je me suis un petit peu attardée sur ce rappel historique parce que
je crois que c'est difficile aujourd'hui d'éviter, comment dire, d'entendre parler de la Chine. Hein. Vous ouvrez n'importe quel média, enfin bon, il y a toujours quelque chose concernant la Chine. La Chine a fait ci, la Chine a fait ça, et donc je pense que c'est quand même important de savoir d'où elle vient cette Chine. Hein. Alors, je reviens donc à mes Japonais du milieu du 19e siècle, de cette fameuse ère Meiji, qui sont responsables de l'introduction, donc en Asie, des idées de Montesquieu. Et à cet égard, un nom absolument central, c'est celui de ce personnage qui s'appelle Fukuzawa Yukichi, qui a vécu de 1835 à 1901, et qui est sans doute l'un des penseurs les plus connus et les plus influents de cette période. Alors, je vous montre une photo où on le voit, il est en visite à Paris d'ailleurs, en costume traditionnel japonais, donc avec un costume de samouraï, avec le sabre, etc. Et sur la diapositive suivante, vous le voyez en costume occidental. Donc ça, ce changement vestimentaire, ça vous en dit déjà long, hein, sur cette volonté de modernisation qui est comprise au Japon comme une volonté d'occidentalisation. Alors, Fukuzawa Yukichi, donc, dans un texte de 1866, qui s'intitule le Seiyojijo, c'est-à-dire donc les affaires d'Occident, distingue trois types de gouvernement, c'est-à-dire donc en premier ce qu'il appelle Rikun, c'est-à-dire la monarchie, hein, c'est le fait d'établir le prince. Ensuite, vous avez le Kizoku Gogi, c'est-à-dire donc l'aristocratie, et enfin le Kyowa Seiji, c'est-à-dire donc la République. Donc là, vous retrouvez quelque chose qui est vaguement inspiré donc de la distinction de Montesquieu. Et ce qui retient mon attention ici, c'est le rapport entre donc cette expression à deux caractères qui désigne donc la monarchie et cette expression à quatre caractères qui désigne le régime despotique. C'est-à-dire que vous avez ici Rikun et Rikun Dokusai qui vous montrent que en fait le despotisme est conçu comme une dérive de la monarchie. C'est-à-dire c'est une monarchie qui devient totalement exclusive, hein, une monarchie absolue. Hein, ça, c'est un détail que je souligne parce que vous allez voir que dans des traductions ultérieures, on change de stratégie, hein, d'interprétation. Alors, donc, dans ce texte de 1866, il est question de trois types de gouvernement, mais pas encore justement de la distinction des trois pouvoirs, distinction qui apparaît dans un texte qui intervient donc 2 ans plus tard, en 1868, donc le Seitaisho, qui lui, le Seitaisho qui est un mémorandum sur le gouvernement et qui propose pour la première fois justement cette Sanken Bunritsu, c'est-à-dire donc, là ici vous avez le signe 3, hein, je dis toujours, vous pouvez toujours épater vos amis en comptant jusqu'à 3 en chinois, hein, donc un trait c'est 1, 2 traits c'est 2, 3 traits c'est 3 et après ça se complique. Hein. Bon. Mais heureusement, il n'y a que 3 pouvoirs, donc là vous avez la distinction entre 3 pouvoirs. Et donc, vous avez d'une part le fait d'établir la loi, c'est-à-dire le législatif, le fait de mettre en pratique la loi, c'est-à-dire l'exécutif, et en troisième lieu, donc le judiciaire.
Et donc, dans son cours de sciences politiques qu'il donne à Tokyo, donc dans les années 1870, ce personnage, qui est un autre nom très connu de l'ère Meiji, Nishi Amane, qui est aussi celui qui introduit justement la notion de philosophie au sens occidental du terme au Japon. Donc ce Nishi Amane parle aussi donc de cette distinction des pouvoirs, et je le cite: bien que le pouvoir du souverain engloba à l'origine tous les pouvoirs, n'en autorisant aucun autre, lorsqu'il fut divisé, il y en eut trois sortes. Ces distinctions ont été conçues par le français Montesquieu. Donc là, Nishi Amane, contrairement à Fukuzawa Yukichi, qui ne mentionne jamais le nom de Montesquieu, lui, il dit que cette idée vient véritablement de Montesquieu. Et la première traduction véritable de l'esprit des lois en japonais a été réalisée donc par ce gars Noriyuki en 1872, et en fait elle est basée sur la traduction anglaise de Thomas Nugent qu'on a vu tout à l'heure, de 1750, et là vous voyez que il adopte une autre traduction de la notion de despotisme, c'est-à-dire que il la dissocie de la notion de monarchie pour en faire en fait un régime à part, qui est le fait de gouverner de manière exclusive. Donc là, vous voyez au fil des traductions comment justement les médiateurs japonais ont affiné un petit peu leur compréhension donc de tous ces nouveaux concepts. Et juste un dernier nom qu'il faut mentionner à propos de Montesquieu et de l'esprit des lois au Japon, c'est celui de Nakae Chomin, que vous voyez ici, qui est né en 1847 et qui est mort de maladie de façon prématurée en 1901. Alors Nakae Chomin, c'est quelqu'un qui est connu essentiellement pour son rôle central dans la transmission des idées de Jean-Jacques Rousseau et du républicanisme français. Et nous devons, encore une fois, au professeur Dufourmont, aidé de Jacques Joly, cette traduction en français des écrits sur Rousseau et les droits du peuple, tels qu'ils ont été rendus par Nakae Chomin. Alors, vous avez ici, donc, j'en profite pour faire un petit coup de publicité, donc une couverture de notre collection des budets chinois, dont le professeur Leclerc parlait tout à l'heure. Donc ici, vous avez cette collection qui a été créée en 2010 et qui en est à son 45e volume paru, qui couvre en fait tout ce qui a été écrit en chinois classique, depuis l'origine jusqu'à l'ère moderne, et qui inclut également en fait des ouvrages japonais, coréens, pas encore vietnamien, mais on espère que ça va venir bien bientôt, puisque le chinois classique était la langue écrite des clercs, c'est-à-dire la langue savante, qui était la langue commune de tous les lettrés d'Asie orientale. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils pouvaient communiquer. Donc ce chinois classique a joué un peu le rôle du latin dans l'Europe médiévale et prémoderne. Alors, Nakae Chomin, c'est donc celui qui introduit Rousseau, mais aussi Montesquieu de façon tout à fait explicite, puisque c'est quelqu'un qui est très francophile et francophone, qui a séjourné en France, qui a eu pour mentor à Paris Émile Accola, et qui a donc inclus l'esprit des lois dans le cursus
de base de l'étudiant en droit. Alors Nagai Chomin est aussi connu pour cet ouvrage que vous avez sur la droite de la diapositive, intitulé « Dialogue politique entre trois ivrognes ». Alors, c'est un ouvrage qui est paru en 1887, et vous imaginez, avec un titre pareil, ça a connu un succès absolument monstre. Alors, ce dialogue entre trois ivrognes, c'est en fait un débat, arbitré par un maître, donc qui se tient au milieu. Alors, d'un côté, il a un porte-parole des idéaux occidentaux de démocratie et de progrès, et de l'autre, un défenseur mordicus de l'adhésion aux valeurs traditionnelles des samouraïs. Donc vous avez deux points de vue totalement opposés qui sont arbitrés par un maître au milieu, et tout cela, comment dire, généreusement arrosé de saké, ce qui aide évidemment à la discussion. Et alors, dans cet ouvrage, un des personnages fait l'éloge de Montesquieu dans ces termes, je cite: « Le constitutionnalisme se situe à mi-chemin entre le despotisme monarchique et la démocratie. Il ressemble au despotisme monarchique parce que le prestige sacré du souverain permet de réprimer les ambitions excessives, mais il garantit la liberté au peuple comme dans la démocratie. C'est un système qui combine les avantages des deux systèmes et n'a aucun de leurs inconvénients. Montesquieu, dans son ouvrage De l'esprit des lois, et John Stuart Mill, dans son livre Le gouvernement représentatif, ont tous deux soutenu que le système politique devait être adapté au niveau de développement atteint par le peuple. » Alors, j'insiste sur cette dernière phrase. Le système politique doit être adapté au niveau de développement atteint par le peuple. C'est-à-dire que, au fond, l'idée, c'est que c'est pas la peine d'essayer de plaquer un système politique sur une société qui n'est pas prête à l'accueillir. Ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la démocratie. On a essayé de, comment dire, de convertir de force à la démocratie un certain nombre de pays non occidentaux, et la greffe n'a pas toujours très très bien fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, cette idée que le système politique doit être adapté au niveau de développement atteint par le peuple, c'est une idée capitale qu'on retrouve chez les contemporains chinois de ces réformateurs japonais, au premier rang desquels donc ce personnage que vous voyez debout sur la diapositive ici. Il s'agit de Liang Qichao, ici représenté en costume traditionnel de la fin de l'époque mandchoue, à côté de son maître Krang Youwei, assis. Tous les deux ont été justement des leaders de cette tentative de réforme de 1898 qui a échoué, et suite à quoi donc ils ont été obligés de fuir, de quitter la Chine en catastrophe, et Liang Qichao s'est retrouvé donc réfugié au Japon. Alors, on comprend bien pourquoi, parce que d'une part le Japon c'est tout à côté, et d'autre part parce que justement les Japonais ont adopté le système d'écriture chinois, ce qu'ils appellent les kanji, ce qui évidemment facilite énormément donc le travail des Chinois quand ils se retrouvent au Japon. Et je remarquais justement en passant à Tokyo il y a à peu près un an que c'est un mouvement qui se répète, c'est-à-dire que chaque fois que des intellectuels chinois ont besoin de prendre l'air, ils ont tendance à aller au Japon, parce que ça c'est vraiment l'endroit où c'est le plus facile de s'acclimater. Et
c'est au Japon que Liang Qichao, alors là aussi, je voulais vous montrer le changement vestimentaire, ici donc en lettré traditionnel, et là sur la photo suivante en costume occidental. Donc une fois qu'il est au Japon, il découvre donc les idées nouvelles venues d'Occident grâce à l'abondant corpus de traductions japonaises, d'ouvrages occidentaux, et donc il entreprend à ce moment-là de les faire connaître à ses compatriotes chinois, et à cette fin, il crée plusieurs journaux et revues dont vous avez vous avez deux titres ici, donc peu importe, le Qinghua et le Ximin Congpao, qui lui servent en fait de moyens de diffusion des idées qu'il découvre au Japon. Et c'est justement dans ces deux publications qu'il s'efforce de faire connaître les penseurs occidentaux les plus influents à travers une série d'articles qu'il commence par précisément Montesquieu et Rousseau. Et l'un de ces articles qui est dédié à Montesquieu, qui est qualifié d'éminent théoricien des lois, c'est un article de 1902, qui comprend donc une présentation des idées principales de l'esprit des lois et une conclusion qui met en avant la contribution de Montesquieu aux grandes réformes politiques et législatives en France et ailleurs. Alors, je voulais juste vous montrer un petit peu comment circulent les idées, parce que on s'aperçoit que Liang Qichao a probablement fait du copier-coller d'un chapitre de cette histoire de la philosophie d'un certain Alfred Fouillé, donc un professeur de philosophie de la Sorbonne, donc qui publie cette histoire de la philosophie à Paris, à la librairie de la Grave, en 1875. Et cet ouvrage se trouve déjà traduit en japonais, à peine 10 ans plus tard, en 1886, par Nakai Chomin. Vous avez la traduction japonaise donc à droite. Et on peut donc supposer que Liang Qichao, qui ne lisait pas le français, qui connaissait pas le français, a dû donc traduire le passage sur Montesquieu à partir donc de la version japonaise de Chomin. Donc vous voyez un petit peu comment circulent les idées. Alors, en particulier, nous voyons que Liang Qichao reprend la traduction de la notion de despotisme introduite par Ga no Ryoki, par rapport justement à l'ancienne traduction qui faisait référence à la monarchie. Donc il reprend cette traduction par donc cet exercice du pouvoir exclusif, donc cette nouvelle façon d'interpréter le despotisme, et c'est donc cette traduction qui va rester. C'est-à-dire qu'actuellement, en chinois moderne, quand vous voulez parler de dictature ou de despotisme, vous employez ce terme de zhengzhi, prononcé sensei en japonais. Et vous voyez que Liang Qichao reproduit donc très fidèlement ce qu'il trouve justement dans les traductions japonaises, les 3 types de gouvernement, les 3 types de pouvoir. Et c'est à la suite d'un voyage aux États-Unis qu'il a fait en 1903, nous sommes au début du XXe siècle, qu'il fait la remarque
très intéressante selon laquelle, je cite, nous autres Chinois, nous ne pouvons accepter que le despotisme et ne sommes pas en mesure de jouir de la liberté. Pour le dire en un mot, le peuple chinois d'aujourd'hui ne peut être gouverné que de manière autocratique parce qu'il n'est pas capable de jouir de la liberté. Alors là, donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Hein. Ici, Liang Qichao donc exprime ce diagnostic qui, naturellement, se trouve actuellement largement contesté hein, par des intellectuels nouvelle manière. On va le voir demain. Hein. Mais en particulier, il a cet article qui date de 1906 où il parle d'un despotisme Keiming, c'est-à-dire d'un despotisme éclairé. Et il dit qu'au fond, hein, le régime politique qui serait le plus adapté, hein, qui serait vraiment idéal pour la Chine de son époque, ce serait donc un despotisme, certes, mais un despotisme éclairé. Et il milite pour l'instauration justement d'une forme de régime politique constitutionnel. Mais il maintient quand même que donc les Chinois de son époque ne sont pas qualifiés pour encore jouer un rôle décisif dans la politique de leur pays. Alors, juste un dernier mot, je ne voudrais pas être trop longue, juste un dernier mot sur une autre traduction en chinois de l'Esprit des lois, qui est due à un autre traducteur que vous avez ici à l'image. Il s'agit de Yan Fu. Yan Fu, qui est un traducteur professionnel, hein, qui lui a été formé à l'anglais, hein, lui a séjourné en Angleterre, et il se distingue de Liang Qichao. D'ailleurs, en fait, je crois que les deux ne s'aimaient pas beaucoup. Hein. Enfin, déjà, il y a une différence de génération entre eux, et d'autre part, Yan Fu, en fait, militait pour des traductions intégrales, alors que Liang Qichao a cette façon de picorer comme ça, en fait, des idées qui l'intéressent et de laisser le contexte de côté. Et donc, Yan Fu, c'est quelqu'un qui s'est efforcé de faire découvrir à ses compatriotes des œuvres occidentales à travers ses traductions intégrales, hein. Et à l'inverse de Liang Qichao, qui traduisait donc les œuvres occidentales par l'intermédiaire du japonais, Yan Fu les traduisait directement de l'anglais, hein. Alors là, je vous donne une idée de tout ce qu'il a traduit, hein. Ça, c'est une liste qui n'est même pas exhaustive, hein. Alors vous voyez, donc ça commence par Huxley, Adam Smith, The Wealth of Nations. Alors ça, c'est évidemment des classiques du libéralisme, Herbert Spencer, John Stuart Mill, etc., etc. J'ai mis en rouge notre Montesquieu national, hein, parce que en fait, c'est le seul auteur de langue française qu'il a traduit, mais à partir de l'anglais, hein, c'est-à-dire qu'il se base lui aussi sur la traduction anglaise de 1750, mais il en fait une traduction intégrale, et c'est un travail qui lui prend plusieurs années, entre 1904 et 1909, hein, et c'est donc à la veille de l'instauration de la toute première République chinoise que paraît donc la traduction intégrale de l'Esprit des lois en chinois par Yan Fu. Alors, je terminerai donc pour ce soir, hein, sur donc cette traduction qu'il intitule Fa Yi. Hein, c'est-à-dire donc la signification des lois. Donc vous voyez que il a son choix de traduction aussi pour le titre. Et la situation que nous avons à la veille
de l'instauration de la Première République en 1912 et celle-ci. Hein, vous avez ici un dessin, une caricature qui date de 1908 hein, et où vous voyez donc un personnage qui porte encore donc la natte manchoue. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il est en train d'essayer de recoller donc la branche ici de la Constitution sur le tronc despotique. C'est-à-dire donc ce qu'il essaye de faire, c'est en fait de greffer donc la notion occidentale de constitution, de constitutionnalisme, sur donc un régime traditionnel despotique. Hein. Je pense que c'est ça qu'il essaye de faire. Et vous avez ici une autre caricature qui vous montre donc l'état de la Chine, hein, la situation de la Chine dans le monde en 1909. Hein. Alors, vous voyez donc une map monde où se situe la Chine, c'est marqué ici, Zhongguo, la Chine. Hein. Alors, cette map monde est au bord de la falaise hein, et elle est poussée dans le précipice par un personnage qui est de toute évidence un occidental, hein, il a vu son costume. Et vous avez en dessous donc un groupe de personnages qui portent tous la natte manchoue hein, et qui disent s'il vous plaît dépêchez-vous hein, d'ouvrir le Parlement. Hein. C'est-à-dire que au fond c'est un peu le dernier recours justement pour sauver cette Chine qui est en train de basculer dans le précipice. Hein. Donc c'est une façon de se moquer un petit peu justement de ce recours au parlementarisme hein, qui a l'air vraiment d'être assez fragile hein, comme recours à cette situation catastrophique. Hein. Bon, tout ça pour vous rappeler donc que la Chine n'a pas toujours été comment dire, l'hyperpuissance qu'elle semble être aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter ici hein, pour ce soir et donc l'aventure continue demain. Merci.